dizaines de personnes ont été tuées jeudi au Niger lors d'attaques dans la région ouest de Tillabéri, où les civils sont de plus en plus ciblés par des djihadistes présumés. L'Afrique, loin derrière le reste du monde dans la course à la vaccination, est frappée par une troisième vague brutale de coronavirus. Elle met sous pression des hôpitaux en manque de moyens et déjà éprouvés. La Tunisie a secouru jeudi 267 migrants, pour la plupart originaires de Bangladesh, qui tentaient de traverser la Méditerranée pour allier l'Europe depuis la Libye. C'est ce qu'a indiqué jeudi l'OIM. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue sur Sika. Une dizaine de personnes ont été tuées au Niger lors d'attaques dans la région ouest de Tillabéri, où les civils sont de plus en plus ciblés par des groupes présumés djihadistes. C'est ce qu'ont indiqué à la fois l'agence France Presse et des élus locaux. Reportage. Les attaques ont eu lieu aux environs de 15h30 locales. Les assaillants à moto ont tué au moins 15 personnes, dont 4 dans le village de Dangazouani et 4 à Korombara, un village tout proche. Les autres personnes ont été abattues dans leur champ, a affirmé un élu local. Un responsable municipal a affirmé qu'au moins 10 personnes ont été tuées dans ces attaques, évoquant un bilan encore provisoire. Les assaillants sont venus à moto et certains paysans ont été tués dans leurs champs où ils semaient des céréales en ce début de la saison des pluies au Niger, a expliqué ce responsable municipal. On nous a annoncé également que des greniers à céréales et des cases ont été brûlés, a-t-il déploré, assurant que les forces de défense et de sécurité ont déjà été envoyées sur place pour sécuriser le secteur. Un ex-maire de Tondikiwindi, dans la même région, a confirmé les attaques sans donner de bilan précis. Le territoire de cette commune rurale avait été la cible en janvier d'attaques particulièrement meurtrières sur les villages de Tchomabangu et Zarumaderei, au cours desquels 100 civils avaient été tués par des hommes armés venus à moto qui avaient fui vers le Mali voisin. Le territoire de la commune de Tondiwikindi avait déjà été le théâtre en 2017 d'une embuscade qui avait tué 4 entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Justement, parlant du Burkina Faso, le Parlement a voté ce jeudi la prorogation de l'état d'urgence en vigueur depuis décembre 2018 dans plusieurs provinces. Le pays connaît une recrudescence des attaques djihadistes ces derniers mois. D'une durée de 12 mois, cette prorogation de l'état d'urgence au Burkina, qui prend effet à compter du 13 juillet, concerne 14 provinces sur 45 réparties dans 6 régions. Sur les 13 que compte le pays, notamment celles de la boucle du Moun, du centre-est, de l'est des Hauts-Bassins, du nord et du Sahel, en proie à des attaques djihadistes de plus en plus meurtrières. Défendant le projet de loi, la ministre de la Justice, Victoria Kibora, a assuré que l'état d'urgence a permis l'arrestation de 800 personnes et les procès vont s'ouvrir dans les jours à venir. Il est nécessaire que les autorités administratives puissent poursuivre la prise des mesures adaptées à leur zone de compétence pendant une période assez longue afin de lutter efficacement contre les terroristes et restaurer la présence et l'autorité de l'État dans les zones occupées pour permettre progressivement le retour des personnes déplacées dans leur localité d'origine, a-t-elle justifié. Décrété par le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré en décembre 2018, l'état d'urgence, prorogé à plusieurs reprises, accorde notamment des pouvoirs supplémentaires aux forces de sécurité, dont celui de procéder à des perquisitions à domicile de jour et de nuit. Certaines libertés peuvent être restreintes, comme la liberté de circulation ou de rassemblement. Le Burkina Faso est en proie depuis 6 ans à des attaques djihadistes régulières, comme ses voisins le Mali et le Niger. Ces attaques attribuées aux groupes djihadistes ont fait plus de 1400 morts et plus d'1 million de déplacés fuyant leur foyer. Ouagadougou, la capitale, a déjà été frappée à 3 reprises. Le Premier ministre algérien Abdelaziz Djirad a présenté sa démission et celle de son gouvernement au président Abdelmadjid Tebboune. Ceci au lendemain de la proclamation des résultats officiels des élections législatives remportées par le Front pour la Libération Nationale, le parti au pouvoir. Reportage. En fonction depuis le 28 décembre 2019, le Premier ministre algérien Abdelaziz Djirad, qui a remis sa démission au président Abdelmadjid Tebboune, va rester chef du gouvernement pour gérer les affaires courantes.
J'accepte la démission, mais continue à gérer les affaires courantes jusqu'à la désignation d'un nouveau gouvernement, a déclaré le président Tebboune, cité par l'agence de presse officielle APS. Le chef de l'État a remercié son premier ministre pour avoir dirigé le gouvernement dans des conditions difficiles, notamment en raison de la pandémie de Covid-19. Djirad, âgé de 67 ans, a plusieurs fois été donné partant, mais bien que critiqué pour sa gestion de la crise économique et sociale que traverse l'Algérie, il a été reconduit en juin 2020, puis en février 2021 lors d'un remaniement ministériel. L'Assemblée qui se dessine est susceptible de déboucher sur une coalition rassemblant les deux partis traditionnels, FLN et le Rassemblement national démocratique, les indépendants, les islamo-conservateurs et les petites formations proches du pouvoir. Sitôt élus, la plupart des députés indépendants ont fait allégeance au président Tebboune. Le chef de l'État algérien doit engager à partir de samedi des consultations avec les dirigeants des partis politiques et les représentants des indépendants en vue de la formation d'un nouveau gouvernement, a précisé un communiqué de la présidence. Le prochain chef du gouvernement devra appliquer la feuille de route du président Tebboune, à commencer par des élections locales d'ici la fin de l'année. Le pouvoir est en effet déterminé à reprendre la main après 2 ans et demi d'instabilité politique en ignorant les revendications de la rue, état de droit, transition démocratique, souveraineté populaire et justice indépendante. Au Libéria, cette fois, plusieurs groupes de la société civile, dont l'association du barreau libérien, ont présenté un projet de loi pour créer un tribunal de guerre et des crimes économiques. Cette mesure vise à poursuivre les auteurs des crimes commis pendant la guerre civile libérienne. Une quinzaine d'influentes organisations de la société civile du Libéria ont déposé ce jeudi au Parlement un texte de loi prêt à l'emploi selon elle pour l'établissement d'un tribunal jugeant les crimes commis pendant plus de 20 ans de guerre civile et de troubles. Chaque comté de ce pays a connu un massacre, le meurtre de personnes innocentes. Si nous, en tant que peuple, ne prenons pas de mesures pour tenir les gens responsables, cela signifie que, premièrement, nous sommes co-conspirateurs dans les meurtres de ces personnes et nous applaudissons ceux qui l'ont fait et nous encourageons les gens à en faire plus. Si le Libéria juge opportun de devenir plus ou moins non conforme, les institutions internationales ou les pays peuvent utiliser les statuts internationaux pour arrêter tout chef de guerre résidant au Libéria qui se rend dans leur pays. Il existe donc de nombreux instruments internationaux utilisables, mais le meilleur moyen est que le Libéria prenne conscience de ses responsabilités. Ces organisations ont pris cette initiative alors que 18 ans après la fin de la guerre civile, le débat sur l'instauration d'une telle cour bat à nouveau son plein et que le Libéria, sous la présidence d'Ellen Johnson Sirleaf, comme sous celle de George Weah depuis 2018, n'a toujours pas servi les recommandations formulées en 2009 par une commission spéciale. Parmi ces recommandations, la comparution devant un tribunal d'un certain nombre de chefs de guerre et des criminels présumés les plus notoires. La Tunisie a secouru 267 migrants, pour la plupart originaires du Bangladesh, qui tentaient de traverser la Méditerranée pour rallier l'Europe depuis la Libye. C'est ce qu'a indiqué l'Organisation internationale des migrations. Reportage. Depuis janvier, plus de 1000 candidats à l'exil, partis de Libye par la mer, ont fini leur course en Tunisie, un chiffre en très nette augmentation, a indiqué l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. Les migrants partis du port libyen de Zouara ont été secourus par la marine et la garde nationale maritime après avoir subi une avarie, a précisé la garde maritime tunisienne. Parmi eux, 264 venaient du Bangladesh et 3 autres étaient égyptiens, selon ces sources. Ils ont été ramenés au port de Ben Guerdane, dans le sud de la Tunisie, à la frontière avec la Libye, où ils ont été pris en charge par le Croissant Rouge et l'OIM. Ils ont ensuite été placés en quarantaine dans un hôtel spécialement réservé de l'île touristique de Djerba, a précisé l'agence onusienne.
Les départs depuis la Libye ont nettement augmenté ces 2 dernières années et le nombre de migrants en déroute accueillis en Tunisie aussi. Les foyers d'accueil du sud de la Tunisie sont pleins, a alerté jeudi Mongui Slim, dirigeant du Croissant Rouge. Il y a eu 11 000 départs de Libye entre janvier et avril 2021, soit 73% de plus qu'à la même période l'an passé, en raison notamment de la détérioration de la situation pour les étrangers dans le pays qui tentent de s'extraire d'une décennie de conflits, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. L'ONU a décompté au moins 760 morts en Méditerranée entre le 1er janvier et le 31 mai 2021 et 1400 en 2020. Et puis l'Afrique, loin derrière le reste du monde dans la course à la vaccination, est frappée par une 3e vague brutale de contamination liée au Covid-19. Une contamination qui met sous pression des hôpitaux en manque de moyens et déjà éprouvée. Plus de précision à travers cet élément. Le continent a jusqu'ici évité les scénarios catastrophes observés au Brésil et en Inde. Avec près de 5,3 millions de cas et 139 000 décès, l'Afrique reste le continent le moins touché au monde après l'Océanie. La 3e vague s'accélère, se propage plus vite et frappe plus fort, a martelé la directrice Afrique de l'OMS, selon qui cette vague risque d'être la pire. La résurgence du virus sur le continent coïncide avec une lassitude des mesures barrières, la propagation de variants plus contagieux et l'hiver en Afrique australe où se concentrent 40% des cas. En Afrique du Sud, pays officiellement le plus touché du continent avec 35% des infections, les médecins sont confrontés à un afflux sans précédent de malades présentant des symptômes grippaux ne correspondant pas forcément avec les marqueurs du Covid. La Namibie et la Zambie voisines voient aussi les courbes du Covid prendre des trajectoires exponentielles. Le ministre zambien de la Santé a récemment évoqué des morgues surchargées. Son homologue ougandais a signalé de nombreux jeunes dans les hôpitaux, ce qui est différent de la 2e vague. Comme l'Afrique du Sud, le pays tente d'augmenter les soins à domicile pour les cas les moins graves, mais les réserves en oxygène manquent. La 3e vague touche également des pays relativement épargnés jusqu'ici, comme le Libéria et la Sierra Leone en Afrique de l'Ouest. L'Afrique est globalement repartie dans des mesures sanitaires strictes. Cette 3e vague survient à un moment où les livraisons de vaccins sont quasi à l'arrêt sur le continent. Selon l'OMS, l'Afrique a urgemment besoin de millions de vaccins car moins de 1% de la population est entièrement vaccinée. C'est cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.